La majorité d'entre nous a cru pendant très longtemps que Stonehenge, l'un des monuments les plus emblématiques au monde, était un calendrier antique en raison de son alignement avec les solstices d'été et d'hiver. Mais personne n'a pu comprendre comment il fonctionnait vraiment. Aujourd'hui, une équipe de chercheurs a publié une nouvelle étude. Il s'avère que Stonehenge pourrait bel et bien avoir fonctionné comme un calendrier solaire sur une période similaire à celui qu'utilisaient les anciens Égyptiens et basé sur une année composée de 365,25 jours. Chacune des pierres de ce grand cercle mystérieux représentait un jour dans un mois. Et ces gros rochers sont appelés des pierres de Sarsène. Il s'agit en fait d'un calendrier perpétuel où les gens pouvaient suivre chaque coucher de soleil du solstice d'hiver. De cette façon, les gens qui vivaient près de Stonehenge, lequel se trouve encore aujourd'hui dans le Wiltshire au Royaume-Uni, pouvaient suivre les jours et les mois de l'année. On comprend désormais ce mystérieux système de calendrier, grâce à cette intéressante découverte faite en 2020. L'équipe a identifié la provenance de 50 des 52 pierres de Sarsène qui composent le cercle de pierres emblématique. Ils ont analysé la composition chimique de ces pierres et ont retracé leurs origines à la forêt de Westwoods, dans le Wiltshire, qui se trouve à environ 24 km du monument. Non seulement ces 50 pierres proviennent de la même source, mais elles ont également été placées à leur emplacement actuel à peu près au même moment. Elles forment le cercle extérieur de Stonehenge, ainsi qu'un anneau intérieur en forme de fer à cheval. Près du centre du monument, il y a des roches plus petites appelées pierres bleues. L'équipe a retracé les origines des pierres bleues jusqu'au pays de Galles. Ils ont également découvert que les roches de Sarsène avaient une composition chimique commune. Plus de 99% de silice avec des traces de fer, d'aluminium et de calcium. Deux pierres de Sarsène étaient toutefois différentes l'une de l'autre et de l'amas principal. Les pierres de Sarsène ont été disposées en 3 formations différentes à Stonehenge. 30 d'entre elles ont formé cet énorme cercle de pierres qui domine le monument. 4 pierres de position se sont retrouvées en formation rectangulaire à l'extérieur du cercle, tandis que les autres, situées à l'intérieur du cercle, ont été disposées en 5 trilithes. Également connu sous le nom de dolmen, un trilithe est formé de 2 pierres verticales avec un linteau horizontal au sommet. 30, 5 et 4 sont des chiffres assez intéressants dans ce système de calendrier. Les 30 menhirs qui sont répartis autour de l'anneau principal pourraient représenter les jours du mois. Si tu multiplies ce chiffre par 12, tu obtiens 360. Et si tu ajoutes 5, qui est le nombre de trilithes centraux, le résultat est 365. Et pour vraiment ajuster le calendrier, afin qu'il corresponde à une année solaire, il faut ajouter un jour bissextile supplémentaire tous les 4 ans. L'équipe pense que les anciens utilisaient justement les 4 pierres de position pour cela. Dans ce système, ils marquaient les solstices d'été et d'hiver chaque année avec la même paire de pierres. Les anciens ont commencé à construire Stonehenge il y a environ 5000 ans et il leur a fallu plus de 1000 ans pour terminer le travail. Mais le Stonehenge que l'on peut voir aujourd'hui n'est pas la version complète et originale du début. Beaucoup de ces anciennes pierres bleues et de ces blocs de Sarsène ont été cassés ou emportés. La structure entière a également changé au fil du temps, car de nombreuses générations, 180 pour être précis, se sont succédées depuis le début de Stonehenge et elles ont participé à sa construction et à sa reconstruction. Les gens ont créé Stonehenge en 4 étapes. Ils ont d'abord construit une enceinte circulaire qui s'étendait sur 100 mètres de diamètre et entourait 56 fosses. Un haut talus flanque le fossé de l'enceinte, tandis qu'il y a un talus bas à l'extérieur. Certaines théories disent même que cette partie était une sorte de cimetière communal. Plus tard, dans la deuxième phase, les bâtisseurs ont ajouté un fer à cheval de trilithes en Sarsène. Lors de la 3e étape, ils ont construit une avenue cérémoniale de près de 3 km de long. Elle suivait probablement le chemin des pierres bleues qui ont été déplacées des premiers trous d'Aubraye aux trous Q et R, un double arc dans lequel ces pierres bleues ont été disposées. À ce stade, les bâtisseurs ont également réorganisé les pierres d'entrée et recoupé le fossé de l'enceinte principale. Lors de la 4e étape, les pierres ont été cassées et les bâtisseurs ont gravé des sculptures dans le Sarsène. Plus tard, les pierres bleues ont été à nouveau modifiées. Les bâtisseurs n'ont laissé aucune trace écrite de la façon dont ils ont réussi à traîner ces lourdes pierres jusqu'au site et à les faire tenir si parfaitement droites. Mais selon certaines théories, leur technique était davantage liée au travail du bois qu'à la maçonnerie.
Ils ont réalisé des trous de mortaise et des tenons saillants pour rassembler les pierres et ont utilisé des joints à rainures et languettes pour ce faire. Lorsqu'ils ont creusé le trou pour les pierres, ils ont placé des poteaux en bois à l'arrière du trou qui ont servi de support. Puis, ils ont mis la pierre en position et l'ont hissée vers le haut avec des cordes. Ils ont tassé des gravats dans le trou pour s'assurer que la pierre reste en place. Une société agricole pré-industrielle a donc assemblé ce monument fascinant en utilisant uniquement des outils en pierre et en os. La roue n'avait même pas encore été inventée. Cette formation inhabituelle est aussi connue sous le nom de roche sonnante. Les pierres que tu peux voir à Stonehenge ont des propriétés acoustiques assez étranges. Lorsque tu les frappes, elles produisent un fort bruit de gong. Cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles les gens ont pris la peine de les transporter sur une si longue distance en premier lieu. Dans certaines cultures anciennes, les gens croyaient que ces roches avaient des pouvoirs de guérison. C'est un endroit très populaire qui attire plus d'1 million de visiteurs par an. Lorsqu'il a été ouvert au public pour la première fois, les visiteurs étaient autorisés à se promener parmi les pierres. Ils pouvaient même grimper dessus car il n'y avait aucune restriction. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les visiteurs écaillaient régulièrement des morceaux de la roche pour les rapporter chez eux en souvenir. Ils gravaient également leurs initiales dans les pierres. Ils campaient à l'intérieur du cercle et y dressaient des feux de camp, sans se rendre compte que cela pouvait sérieusement compromettre la stabilité de l'ensemble du monument. Au fil du temps, il y a eu de plus en plus de restrictions, jusqu'à ce que le monument soit finalement interdit d'accès en 1997 à cause de la grave érosion des pierres. Cela signifie que si tu veux le visiter, tu ne peux le voir que de loin, à moins que tu ne payes un supplément pour la visite du cercle de pierre qui ne peut être organisé qu'en dehors des heures de visite normales. À l'origine, Stonehenge avait 2 entrées qui menaient à l'enceinte. Il y en avait une large au nord-est et une autre un peu plus étroite située du côté sud. Si tu l'observes aujourd'hui, tu peux voir qu'il y a beaucoup plus d'espace entre les pierres. C'est surtout à cause des traces, faites par la suite, qui traversaient autrefois le monument. Le sol à l'intérieur de Stonehenge a été gravement perturbé, et pas seulement à cause des visiteurs creusant des fosses à feu. Un groupe de personnes a creusé un grand et profond trou dans le cercle de pierre au XVIIe siècle parce qu'il cherchait un trésor. Puis il y a eu Charles Darwin qui a aussi fait des fouilles parce qu'il étudiait les vers de terre de la région. Il voulait savoir comment ces vers pouvaient avoir un impact sur les objets dans le sol au fil du temps. Il a observé comment une pierre tombée là s'était enfoncée plus profondément dans le sol et a réalisé que cela se produisait à cause des activités de ces minuscules créatures qui barattaient le sol en permanence. En 1963, une théorie a circulé selon laquelle Stonehenge avait été construit comme une sorte d'ordinateur qui prédisait les éclipses solaires et lunaires. Plus tard, certains ont suggéré qu'il avait en fait été construit comme un monument aux ancêtres décédés. Selon cette théorie, la permanence de ces pierres représentait la vie éternelle après la mort. Un bloc de sarcène moyen pèse 25 tonnes, tandis que le plus gros pèse environ 30 tonnes. Si tu veux te faire une idée de la taille réelle de ces pierres, tu peux aller derrière le centre des visiteurs, dans la galerie extérieure, pour voir une réplique de roche de sarcène. C'est une copie conforme d'un menhir de l'un des trilithes qui se trouve dans le fer à cheval intérieur du monument. Il y a 5 maisons néolithiques à Stonehenge, si l'on se base sur les traces archéologiques réelles d'habitation trouvées dans cette zone. Chacune d'entre elles avait des murs construits avec des pieux et un sol en craie. Certaines avaient même des meubles. On a aussi découvert beaucoup de détritus, ce qui signifie que les gens de cette région organisaient des célébrations et des festins. Des recherches ont montré que les gens ont vécu dans ces maisons pendant 50 à 100 ans, vers 4500 ans avant Jésus-Christ, ce qui correspond à l'époque où les bâtisseurs ont apporté les roches de sarcène à Stonehenge. Pendant que Stonehenge était érigé, des générations entières ont connu des changements majeurs, de l'âge de pierre au début de l'âge de bronze. Les gens n'étaient plus aussi sédentaires et isolés. Ils ont commencé à voyager et à commercer davantage. Ce qui signifie qu'ils communiquaient beaucoup plus que leurs ancêtres, même au niveau international. C'est ainsi qu'ils ont pu faire connaître Stonehenge, et c'est aussi à ce moment-là que tout le mystère et la fascination pour ce monument ont commencé. Un fragment de côte de baleine a récemment été découvert dans une mine de Caroline du Nord. Cela pourrait sembler anecdotique. Pourquoi une baleine ne pourrait-elle pas être un mineur de fond, après tout? Cependant, ce morceau fournit aux scientifiques une opportunité rare d'étudier les interactions entre des requins préhistoriques et des baleines datant de 3 à 4 millions d'années. Ce fragment de côte présente 3 marques de dents.
révélant que cette baleine a été mordue par un animal possédant des mâchoires extrêmement puissantes. D'après l'espacement des marques, qui atteint près de 6,3 cm, il est possible qu'il s'agisse d'un requin à grandes dents, tel que le mégalodon, ou d'une autre espèce de requin ayant vécu à cette époque. La courbure de la mâchoire du requin indique que l'animal était relativement petit, avec une taille estimée entre 4 et 6 mètres. Quant à la baleine, elle semble avoir été l'ancêtre d'une baleine bleue ou à bosse. Les chercheurs sont stupéfaits. Il est rare de trouver des traces d'interaction et de comportement animal aussi bien préservés sous forme fossile. Après avoir analysé l'échantillon, ils ont conclu que ce requin avait dû repartir avec une bouchée conséquente, mais que la baleine avait survécu, car la majeure partie du fragment fossile était recouverte d'os métaplastiques. Cette matière osseuse se forme rapidement en réponse à une infection localisée. Il n'est pas particulièrement robuste et est ultérieurement remodelé par le corps en tissu osseux compact, un processus qui prend du temps. La présence de cet os indique que la guérison était incomplète, et la baleine est décédée 2 à 6 semaines après cette rencontre malheureuse. Toutefois, il est également possible que sa mort ne soit pas directement liée à l'infection et à la blessure. Seuls quelques fossiles témoignent de telles interactions entre animaux anciens. On retrouve souvent des marques de morsure sur les fossiles, indiquant où l'animal est décédé et où sa carcasse a été dévorée. Mais ce vestige est l'un des rares à illustrer non seulement une blessure infligée par un autre animal, mais aussi à démontrer que la proie a survécu. Tous les fossiles suscitent l'enthousiasme des paléontologues. Et oui, ces gens devraient peut-être sortir de chez eux plus souvent. Mais certains fossiles peuvent sembler terrifiants aux yeux du grand public. Prenez par exemple cette image montrant des bras tentaculaires et des têtes octogonales. Lors de sa première apparition dans les médias, de nombreux internautes ont avancé qu'il s'agissait d'un organisme ancien, venu de l'espace. D'autres ont estimé que toute l'histoire n'était qu'une imposture. Pourtant, l'image est aussi authentique que le fossile. Ce fossile est connu sous le nom de plaque de mortalité, une représentation fossilisée d'un événement d'extinction massive touchant une ou plusieurs espèces. En réalité, ce fossile renferme plus d'une douzaine de spécimens d'un type d'organisme marin appelé crinoïde. Contrairement à leur apparence, les crinoïdes n'étaient pas des plantes mais des animaux marins. Cette espèce particulière vivait profondément sous l'eau, sur le fond océanique. Les crinoïdes étaient apparentés aux étoiles de mer, aux oursins et aux ophiures. Ces créatures pouvaient s'ancrer au fond marin grâce à des tiges composées de disques flexibles et poreux, reliés par des tissus mous. Ces tiges étaient creuses et abritaient le système nerveux de l'animal. Les crinoïdes absorbaient l'oxygène par le biais de pieds tubulaires à parois fines. Généralement, ces animaux mesuraient plus de 20 cm de long et possédaient 5 bras ornés de structures semblables à des tentacules plumeux. Ils se nourrissaient de plancton et de matière organique à la dérive. Bien que ces découvertes fossiles soient tout à fait fascinantes, peu de créatures dont nous avons les fossiles ont autant intrigué les scientifiques que le monstre de Tully. Cette étrange créature marine présentait un museau denté ressemblant à une trompe et des yeux écartés le long d'une tige rigide. Mais le plus étrange, c'est qu'il demeure impossible à classer. Depuis la découverte du monstre en 1966, les chercheurs ont envisagé diverses hypothèses concernant son identité, telles que des vers segmentés, des limaces nageuses ou des créatures primitives ressemblant à des anguilles. Plus récemment, certains ont tenté de le relier à des espèces de poissons dépourvus de mâchoires et dotés d'une structure semblable à une colonne vertébrale. Une équipe de scientifiques japonais a utilisé des scanners laser haute résolution pour analyser en 3 dimensions l'anatomie des fossiles du monstre de Tully. Ils en ont conclu que ce fossile énigmatique pourrait finalement être celui d'un invertébré. Toutefois, l'identité véritable de cette créature est toujours indéterminée. Dans les années 1950, un chasseur de fossiles amateur nommé Francis Tully découvrit l'empreinte étrange d'un organisme en forme de torpille, avec une immense nageoire caudale dans les gisements fossilifères de Mason Creek, en Illinois. N'ayant jamais observé de créature semblable, Tully rapporta sa découverte au Musée Field d'Histoire naturelle de Chicago. Les paléontologues de l'institution furent également déconcertés. Depuis lors, les scientifiques n'ont toujours pas réussi à situer cette créature sur l'arbre phylogénétique. En 1741, l'explorateur et capitaine Vitus Jonathan Bering dirigea une expédition visant à cartographier la côte de l'Alaska. Le navire sur lequel il se trouvait fit naufrage sur ce qui est devenu l'île de Bering. La moitié de l'équipage survécut grâce à la découverte d'une énorme vache de mer, ou Hydrodamalis gigas. Avec la viande de ces animaux pour leur donner des forces, les marins parvinrent à construire un petit radeau à partir des débris et à rentrer chez eux.
Au cours du voyage de retour, un scientifique au sein de l'équipage consacra son temps à documenter les animaux et les plantes découverts. La vache de mer était particulièrement remarquable car sans elle, l'équipage n'aurait pas survécu. Ces animaux mesuraient plus de 8 mètres de long et pesaient environ 10 tonnes. Toutes les vaches de mer appartenaient à l'ordre des Sirenia, des mammifères marins plus proches des éléphants que des vaches. Le savant les décrivit comme ayant la peau noire, une petite tête et des membres antérieurs trapus. Ces vaches de mer flottaient à la surface de l'eau en se nourrissant d'algues. Une fois l'existence de ces animaux rendue publique, les expéditions de traite de fourrure ont commencé à exploiter ce dépôt très pratique en route. Les vaches de mer, étant très dociles et faciles à chasser, ont été exterminées à peine 27 ans après que le scientifique en a eu parlé. Cependant, ce n'est pas la partie la plus triste. Les archives fossiles révèlent une histoire beaucoup plus sombre. Des fossiles ont ainsi été retrouvés à travers le monde, du Japon jusqu'au Mexique. Cela indique que ces animaux prospéraient autrefois dans les vastes champs de varech qui entouraient l'ensemble du bassin Pacifique Nord. La population réduite découverte par l'expédition constituait probablement les derniers vestiges d'une population beaucoup plus grande et en bien meilleure santé. Il est fort probable que la chasse pratiquée par les populations aborigènes avait déjà réduit le nombre de ces animaux à un niveau proche de l'extinction. Le coup fatal aura été porté par les chasseurs occidentaux. Aujourd'hui, les proches parents encore vivants de ces anciennes vaches de mer sont rarement chassés, mais ils sont eux-mêmes menacés d'extinction. Pour certains, ce fossile étonnant peut paraître quelque peu troublant. Les numulites sont les fossiles d'animaux dont le nom signifie « petite pièce » en latin. Ces créatures vivaient et prospéraient dans une mer chaude et peu profonde qui recouvrait une partie de l'Égypte il y a environ 40 millions d'années. Le nom « numulites » laisse entendre que les plus grands spécimens étaient particulièrement prisés à travers l'histoire. Et dans le folklore égyptien, ils sont même surnommés la monnaie des anges. Ces créatures possèdent une structure simple et unicellulaire, qui contraste avec leur squelette extrêmement complexe. Observez cette série de spirales superposées. Chaque spirale est divisée en d'innombrables chambres minuscules, et les numulites peuvent atteindre jusqu'à 10 cm de diamètre. Pourtant, ce sont des fossiles d'animaux unicellulaires, apparentés aux amibes. Comment ont-ils donc pu atteindre une telle taille? La raison pourrait se trouver dans leur relation symbiotique avec d'autres organismes plus petits. Pour les espèces modernes, ces symbiotes sont des algues unicellulaires dorées, appelées diatomées. Les coquilles des numulites étant relativement transparentes et plates, elles offrent une grande surface pour la lumière nécessaire à la photosynthèse des diatomées. Pour des raisons encore débattues par les scientifiques, la présence de symbiotes végétaux chez les animaux marins favorise la croissance d'un squelette calcaire chez les hôtes. Ainsi, la taille colossale des numulites en Égypte pourrait être attribuée à leur étroite relation avec des diatomées symbiotiques. Cela vous semble plausible? Fait intéressant, les espèces de numulites ont évolué très rapidement, et leurs fossiles se sont altérés d'une couche de sédiments à l'autre. Ainsi, le calcaire utilisé pour les pyramides de Gizeh est si riche de ces fossiles qu'il est désigné sous le nom de calcaire numulitique. Ce calcaire contient également deux types de numulites, les petites lentilles des esclaves et les grandes monnaies des anges. Cependant, il ne s'agit pas de différentes espèces, mais plutôt de différentes étapes du cycle de vie d'une seule et même créature. C'est étrange quand on y pense. Il y a de vieux monuments romains qui ont duré des milliers d'années, tandis que nos bâtiments modernes ont tendance à tomber très vite en ruine. Comment les Romains ont-ils réussi à créer des structures aussi solides, nombre d'entre elles avec une conception tout aussi complexe? Des recherches récentes ont montré que les Romains utilisaient un type de mortier qui dispose d'une mesure supplémentaire de protection contre les éléments. Il peut même se réparer de lui-même lorsqu'il est mouillé. Cette découverte explique non seulement pourquoi ces bâtiments sont durés des milliers d'années, mais elle pourrait aussi nous aider à fabriquer un ciment plus résistant de manière plus naturelle. Une étude récente montre que les Romains utilisaient des cendres volcaniques dans leur mélange de mortier pour le rendre plus solide, surtout lorsqu'il était proche de l'océan où l'air est plus humide et peut naturellement causer plus de dommages. De nos jours, nous fabriquons du béton à partir de sable, de roches, d'eau et d'un type spécial de ciment appelé le ciment Portland. Ce dernier est fabriqué en cuisant du calcaire, de l'argile et d'autres substances dans des fours extrêmement chauds qui atteignent plus de 70 degrés. Certes, cela crée un mélange bien homogène, mais il se fissure facilement et parfois il ne subsistait que quelques décennies. Cet incroyable béton romain présente une autre caractéristique intéressante. Il contient de petits morceaux blancs de calcaire, appelés clastes de chaux.
qui demeurent à l'intérieur du béton et ne disparaissent pas avec le temps. Au début, cela peut ne pas sembler très attrayant, car il n'est pas aussi lisse que le béton que nous utilisons aujourd'hui. Et pendant de nombreuses décennies, les spécialistes ont estimé que la présence de ces petits morceaux de chaux dans le béton était néfaste en supposant qu'elle rendait les bâtiments moins résistants. Mais des chercheurs ont découvert que ces petits éclats aidaient en réalité le béton à se réparer de lui-même. J'aimerais pouvoir me réparer aussi facilement. Ils ont remarqué que lorsque le béton se lézardait, il semblait magiquement remplir ses fissures d'une substance appelée carbonate de calcium, présente dans les clastes de chaux. Les Romains fabriquèrent leur béton en mélangeant du sable, des cendres volcaniques et de la chaux brûlée, puis en ajoutant de l'eau. Cela s'appelle le mélange à chaud. Lorsque l'eau et la chaux entrent en contact, ils produisent une réaction chimique qui fait que le mélange devient très chaud, jusqu'à 90 degrés. Cela provoque également la formation de ces minuscules morceaux de chaux. Maintenant, ce béton peut se fissurer, et lorsque de l'eau, de pluie ou de mer s'y infiltre, elle fait dissoudre le calcium dans le béton. Celui-ci se colle alors aux fissures et les referme. Un peu comme une croûte sur un bobo. Bien sûr, les chercheurs ont dû éprouver cette méthode, et ils ont donc fabriqué du mortier comme le faisaient les Romains. Peu de temps après, ils l'ont fissuré ici et là. Ils ont placé ce mortier fissuré sous l'eau, et après 1 à 3 semaines, les fissures avaient disparu. Inutile de dire que cela ne s'est pas du tout produit avec le béton fabriqué selon les méthodes modernes. Les Romains ne connaissaient pas la science qui se cache derrière la fabrication de leurs robustes mortiers, mais ils ont trouvé la bonne recette à force d'expérimentation sur une très longue période. Des archives anciennes montrent qu'ils ont employé cette recette pour construire des structures solides, notamment pour leurs navires, et ont continué à l'utiliser une fois qu'ils ont constaté son efficacité. Tous les bâtiments romains ne sont pas parvenus au XXIe siècle en parfait état. Le Colisée, par exemple, l'une des constructions romaines les plus célèbres au monde, était presque 2 fois plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Il a subi beaucoup de dommages au fil des siècles, pour finalement atteindre la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. N'oublions pas que c'est un bâtiment assez ancien. Sa construction a commencé en l'an 70 sous le règne de l'empereur Vespasien. Avant qu'il ne lance la célèbre marque de scooter qui porte désormais son nom. Tu sais, les Vespa? Non, je plaisante. Quoi qu'il en soit, depuis son inauguration, le Colisée a accueilli de nombreux événements, mettant en vedette les supplices des gladiators, ton largue eventel d'animaux exotiques aux quels ont donné l'occasion de déjeuner tous ensemble. Malheureusement, tout a commencé à se dégrader en 217, quand un incendie a frappé les hauts parapets et une grande partie de l'intérieur du bâtiment. Il aura fallu tout un siècle pour terminer de réparer ces dommages. Tristement, la forme initiale du Colisée sera perdue à jamais. Un fort tremblement de terre s'en est suivi, et ça n'a pas aidé non plus. Ce dernier s'est produit dans le sud de l'Italie en 443. À ce moment-là, une partie considérable de l'enceinte extérieure du Colisée a été endommagée. Puis bien vite, lorsque les habitants ont commencé à rencontrer des difficultés, ils ont dû compter sur la vente de morceaux de marbre de l'ancien Colisée pour s'en sortir. Un autre tremblement de terre a eu lieu en 1349, qui a porté le coup le plus dévastateur au Colisée. C'est à ce moment-là que le côté sud du bâtiment s'est totalement effondré. Il a alors commencé à ressembler davantage au bâtiment que nous pouvons aujourd'hui admirer dans la capitale italienne. Tout n'est pas si mal, cependant. Certaines pierres qui avaient été ébranlées du Colisée ont été utilisées pour reconstruire d'autres monuments célèbres de Rome. Donc, d'une certaine façon, la partie manquante du Colisée ne manque pas du tout. Elle a juste été recyclée, dans toute la ville. Un des bâtiments qui présente des morceaux de pierre de l'ancien Colisée n'est autre que le Palazzo Venezia, un musée local. En parlant de bâtiments étranges, tu as probablement déjà vu celui-ci, car c'est l'un des endroits les plus photographiés au monde. Tu peux voir en ligne des photos de personnes s'appuyant dessus, ou d'autres qui font ressembler le bâtiment à un cornet glacé. Ce célèbre monument italien est, l'as-tu deviné? Oui, la tour de Pise, et on dirait qu'elle est à 2 doigts de se répandre sur le sol. Si tu veux un jour la visiter, tu devras te rendre dans la ville italienne du même nom, près de la place des Miracles. Étrangement, ce bâtiment est plus célèbre pour son inclinaison gênante que pour son histoire ou sa fonction. En 1178,
Alors que la construction de la tour n'était pas encore achevée, les gens ont réalisé que le bâtiment commençait déjà à pencher. Et c'était avant même qu'on ait atteint le 3e étage. Ils ont rapidement compris que ça n'avait rien à voir avec les plans du bâtiment ou les matériaux utilisés. Tout cela se produisait en raison du sol meuble et mouvant qui se trouvait sous la construction. De nos jours, nous savons que placer un bâtiment sur un sol composé d'argile, de sable fin et de sédiments n'est pas la meilleure idée. Mais à l'époque, les gens ne savaient pas comment déterminer cela avant de construire quoi que ce soit. Avançons rapidement de quelques siècles, et il est devenu clair que cette tour de 55 mètres n'est pas seulement penchée. Elle tombe, et à un rythme considérable, de 2 mm par an. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais multiplie ça par des centaines d'années. Et, eh bien, regarde simplement les photos et tu comprendras. Cette tour penchée instable est aujourd'hui inclinée de près de 5 mètres par rapport à son axe. Alors, pourquoi ne s'est-elle pas complètement écroulée? Eh bien, principalement à cause de la physique. Son centre de gravité continue d'être situé dans la base de la structure, donc elle est plutôt bien ancrée. Elle est aussi constamment surveillée par les autorités locales pour s'assurer de préserver ce bâtiment unique aussi longtemps que possible. Le Panthéon est un autre très bon exemple de la façon dont les Romains comprenaient l'architecture. Il est également situé à Rome et a été initialement construit pour faire office de temple. La construction elle-même a été faite de mortiers de différentes épaisseurs et possède également une forme intéressante. À l'époque, les Romains croyaient que la terre était un disque qui était couverte par un ciel en forme de voûte. Donc, ils ont modélé le Panthéon en suivant cette idée. La lumière entrait dans le temple au travers d'un trou dans le dôme, se reflétant sur le sol et les murs, et montrant la course du soleil. C'est également l'un des monuments romains antiques les mieux conservés. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux autres bâtiments aient été conçus pour lui ressembler. Rien qu'aux États-Unis, le Capitole, le Jefferson Memorial et la National Gallery de Washington sont tous censés avoir été inspirés par cette construction antique. Le célèbre peintre Michel-Ange était si impressionné par ce monument qu'il croyait qu'une force surnaturelle avait dû présider à sa construction. L'endroit où il se trouve est également très particulier en raison de l'histoire qu'il recèle. Selon la légende, c'est de cet endroit précis que le fondateur de Rome, Romulus, se serait élevé à dos d'aigle jusqu'au rang de Dieu. Un peu comme Gandalf en somme. Non? Bon, sur ce, je file. Les étés au Moyen-Orient sont si intenses qu'ils transforment radicalement le paysage, faisant ressurgir d'anciennes cités oubliées. En 2018, une ville construite par un mystérieux empire le long du fleuve Tigre a été libérée de son piège aquatique. Les archéologues se sont précipités sur le site, ne voulant pas manquer cette occasion unique de fouiller et d'en apprendre davantage sur l'histoire de cette cité. Ils pensaient avoir découvert Zakiku, une ville de l'âge du bronze, fondée il y a plus de 3000 ans et submergée dans les années 80 lors de la construction du barrage de Mossoul. Autrefois un centre caravanier prospère du royaume Mitanni, elle disposait d'eau en relative abondance, une ressource rare dans la région, garantissant ainsi son succès. Les connaissances sur ce royaume demeurent limitées, car aucune chronique écrite n'a été trouvée lors des fouilles. C'est pourquoi les archéologues étaient enchantés de découvrir le palais complet, autrefois occupé par leur souverain. Quelques années plus tard, après un nouvel assèchement de la région, ils ont mis au jour des fortifications protégeant la ville des envahisseurs. La découverte majeure de leur expédition fut un immense entrepôt public contenant des marchandises et des récoltes, des piles de blé et d'orge, ainsi que des métaux et du bois importés. Le pain constituait l'aliment de base des habitants, qui préparaient également de grandes marmites de soupe et des ragoûts de légumes. Chaque foyer élevait des moutons, des chèvres, des vaches et des porcs, assurant une source régulière de lait et de viande pour les grandes occasions. Toutes les constructions découvertes jusqu'à présent ont été édifiées à partir de briques en terre crue. Les murs, submergés pendant plus de 40 ans, sont remarquablement bien préservés, comme s'ils avaient été engloutis l'avant-veille. Le palais royal se distingue par sa taille, ses murs plus épais, et ses pavés également faits de briques de boue cuites et scellées pour être imperméables. Le souverain devait entretenir de bonnes relations avec celui du Grand Empire, dont Zakiku était tributaire. Les commerçants de la ville collectaient des poutres de bois qu'ils entreposaient. Celles-ci provenaient des forêts des montagnes situées au nord et à l'est de la Mésopotamie, et étaient acheminées par le Tigre. Les marchands venaient y écouler leurs marchandises avant de traverser le fleuve vers les régions frontalières.
Zakiku aura été un centre de commerce prospère pendant environ 6 siècles, jusqu'à ce qu'un séisme dévastateur la frappe en 1350. Les archéologues ont retrouvé 5 vases en céramique contenant plus de 100 tablettes d'argile, fabriquées peu après le séisme. Il est presque miraculeux que ces petites tablettes d'argile non cuites aient survécu sous l'eau pendant des décennies. Les créateurs de ces tablettes ont gravé des notes sur l'argile encore humide, traitant de sujets tels que l'inventaire des nouvelles récoltes ou témoignant de leur correspondance avec d'autres royaumes. Une fois les notes gravées, ils les laissaient sécher au soleil. Les scribes devaient également apprendre de nouvelles langues afin que les messages puissent être compris par des personnes étrangères à la cité. Les chercheurs pensent que les tablettes découvertes faisaient partie d'une archive privée. Ils espèrent pouvoir déchiffrer ces textes afin d'approfondir leurs connaissances sur l'histoire de Zakiku et de son royaume après ce séisme dévastateur. Les dégâts infligés au bâtiment étaient tels qu'il était impossible de redonner à Zakiku sa splendeur passée. Les éventuels survivants ont été contraints de quitter la ville. Des décennies plus tard, les Assyriens, également originaires de Mésopotamie, se sont établis sur ces ruines. Ils ont érigé leurs propres habitations en utilisant les structures préexistantes comme enceintes extérieures. Toutefois, leur présence n'aura duré que 50 ans avant qu'ils ne dessinent de bâtir une nouvelle capitale sur des terres plus fertiles, espérant ainsi prospérer grâce à l'agriculture. Les archéologues qui travaillaient à Zakiku ont dû interrompre leurs fouilles lorsque le niveau de l'eau est remonté, submergeant de nouveau la ville. Ils ont protégé les ruines en les recouvrant de feuilles de plastique étanches, puis de pierres et de gravier, espérant ainsi les préserver de l'érosion aquatique et éviter leur disparition totale. Conscients de l'importance cruciale de l'eau du barrage pour la région, ils prévoient de reprendre les fouilles dès que l'eau se sera de nouveau retirée. Il y a environ 1600 ans, une communauté florissante vivait le long de la rivière Nia, au cœur de ce qui est aujourd'hui le désert du Taklamakan, en République populaire de Chine. Cette rivière, alimentée par la fonte des neiges des montagnes, serpentait à travers le désert sur des kilomètres. Après 3 ans de travail acharné, les archéologues sont parvenus à exhumer 8 tombes, où la chaleur désertique avait parfaitement conservé les vêtements et les objets qu'elles contenaient. Les personnes inhumées devaient appartenir à l'ancienne cité de Nia, un centre autrefois prospère du royaume, situé sur la route de la soie, et qui abritait plus de 3000 âmes avant d'être englouti par les sables du désert. Les ruines de Nia n'ont été découvertes qu'en 1901. Depuis, des scientifiques du monde entier ont tenté de percer les secrets de cette cité. Les tombes découvertes à la fin du XXe siècle semblent avoir appartenu à des membres de l'élite, comme en témoignent les objets luxueux retrouvés. Un carquois et un arc, des pointes de flèches en métal, des boucles d'oreilles en or, un collier de perles de verre, une boîte laquée contenant un peigne, du maquillage et un nécessaire de couture. De la soie de très haute qualité a également été retrouvée, avec des couleurs éclatantes comme le vert et le jaune, demeurées étonnamment intactes. Le tissu comportait également des caractères chinois, citant des ouvrages historiques, ce qui a permis aux scientifiques de dater sa fabrication. Plus tard, les archéologues ont mis au jour un vaste site d'habitation et ont dégagé 3 bâtiments en ruine. Il faudra probablement encore de nombreuses années pour comprendre pourquoi la ville a périclité et ce qu'il est advenu de ses habitants. Des archéologues saoudiens et français ont uni leurs efforts près de Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, et y ont découvert une ancienne colonie datant de 8000 ans. Ils ont eu recours à des technologies de pointe, telles que la numérisation laser, les drones et la photographie aérienne pour révéler ce trésor de l'ère néolithique. Dans ce site archéologique important, ils ont excavé un temple de pierre, les vestiges d'un autel et plus de 2000 sépultures, offrant ainsi un précieux aperçu des anciens rituels. L'équipe a également découvert les fondations de 4 bâtiments imposants, des tours d'angle et des cours extérieures, toutes dotées de réservoirs souterrains pour stocker l'eau destinée à l'agriculture. Un ingénieux système d'irrigation, comprenant des canaux et des citernes, permettait à la ville de prospérer dans l'un des déserts les plus arides au monde. Des dessins rupestres, gravés à même la montagne voisine, illustrent la vie quotidienne des habitants. Les fouilles, en cours depuis plus de 40 ans, continuent de révéler de nouveaux artefacts, offrant toujours plus de réponses aux questions des chercheurs. Des pêcheurs ont découvert des ossements, des outils et des artefacts datant de 9000 ans au fond de la mer du Nord. Des archéologues et des paléontologues britanniques et néerlandais se sont précipités pour examiner ces découvertes, espérant y découvrir des traces du Doggerland submergé. Ils n'ont pas été déçus,
et ont même découvert des empreintes parfaites laissées par les hommes du Mésolithique. Il y a 12 000 ans, lors de la dernière grande période glaciaire, les îles britanniques n'étaient mais pas du tout des îles. Elles faisaient partie d'une vaste terre composée de collines, de marécages et de forêts denses qui les reliaient au continent européen. Cette terre, appelée Doggerland, abritait une société de chasseurs-cueilleurs préhistoriques. Cependant, avec la fonte des glaciers, le niveau de la mer a commencé à s'élever à une vitesse d'1 à 2 mètres par siècle, forçant les habitants à migrer vers les régions qui correspondent aujourd'hui à l'Angleterre et aux Pays-Bas. Les experts ont alors décidé d'explorer l'histoire de Doggerland en exploitant les données fournies par les compagnies pétrolières opérant en mer du Nord. Jusqu'à présent, ils ont créé des modèles numériques représentant les 47 000 km² que couvrait Doggerland avant sa submersion. Ils doivent encore analyser des échantillons d'anciens insectes et de plantes préhistoriques ainsi que l'ADN des animaux retrouvés pour obtenir une image complète de cette région disparue. La plupart des gens savent que les pyramides ont été construites pour servir de tombeau aux pharaons, afin de leur assurer un voyage sans encombre vers l'au-delà. La grande pyramide de Gizeh, par exemple, a été construite pour le pharaon Khéops. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cette tradition de construction de pyramides a commencé ici même, avec la pyramide à degrés de Djéser, il y a environ 4700 ans. Cette structure massive a été construite pour le pharaon Djéser, un souverain de la 3e dynastie égyptienne. Elle s'élève sur 6 niveaux au-dessus du sol et mesure environ 60 mètres de haut. Aujourd'hui, nous la considérons comme un projet architectural phénoménal. Mais pour les anciens Égyptiens, la pyramide à degrés de Djéser représentait plutôt une vaste expérience. Un essai, si l'on peut dire, destiné à perfectionner leurs compétences en matière de construction, avant de passer à des pyramides encore plus ambitieuses. Atteindre de nouveaux sommets est très excitant, mais le véritable mystère réside dans ce qui se passe sous terre. Dans le labyrinthe souterrain de cette pyramide, un réseau de tunnels s'étend sur environ 5,5 km. Certains chercheurs pensent que ces tunnels pourraient avoir fait partie d'un système d'adduction d'eau très sophistiqué, et cela pourrait changer complètement notre vision de la construction des pyramides. Parlons de ce complexe massif situé à Saqqara. Autour de la pyramide, il y a ce qu'on appelle une douve sèche, une tranchée continue qui fait environ 50 mètres de large et près de 3 km de long. Elle forme une sorte de rectangle autour de la pyramide. Cette tranchée a une profondeur moyenne d'une vingtaine de mètres. Si l'on additionne toute la terre et la roche creusée pour créer cette douve, cela représente environ 10 fois le volume de la pyramide elle-même. Pendant longtemps, les gens ont pensé que cette tranchée n'était rien d'autre qu'une immense carrière, un endroit où l'on avait extrait de la pierre et de l'argile pour construire la pyramide à degrés. C'est logique, non? Mais en y regardant de plus près, on s'est aperçu qu'il n'en était rien. La tranchée est trop étroite et trop profonde pour avoir été exploitée, et son tracé ne correspond à rien de ce que nous savons des méthodes d'extraction de l'Égypte ancienne. De plus, certaines sections de la tranchée sont recouvertes d'un plafond rocheux, ce qui aurait rendu son utilisation comme carrière pratiquement impossible. Une théorie suggère que la douve sèche avait une signification spirituelle. Il s'agissait peut-être d'un lieu sacré, où les âmes des nobles se réunissaient pour servir le roi défunt dans l'au-delà. Des niches dans les murs évoquent bien cette fonction spirituelle. Mais la plupart des chercheurs pensent qu'elle n'a été développée que bien plus tard, longtemps après la construction du complexe. Alors, à quoi la douve servait-elle vraiment? En 2020, un chercheur a émis une idée assez intrigante. Il est possible que cette tranchée ait été conçue pour recueillir et canaliser l'eau, en particulier après de fortes pluies. Cela semble logique si l'on considère son emplacement. La douve se trouve dans une zone qui aurait facilement pu être inondée par les eaux de ruissellement provenant des plaines voisines. Cela pourrait également expliquer pourquoi la tranchée n'a été utilisée pour de nouvelles tombes que bien plus tard, lorsque le climat est devenu plus sec et le site moins sujet aux inondations. Mais l'histoire devient encore plus fascinante, car cette tranchée semble faire partie d'un système hydraulique plus vaste et plus élaboré à l'intérieur du complexe de Djéser. C'est comme si elle comportait plusieurs compartiments, soigneusement taillés dans la roche et reliés par des tunnels. Ces compartiments faisaient probablement partie d'un système de traitement de l'eau. L'eau s'écoulait d'un compartiment à l'autre, se purifiant au fur et à mesure qu'elle progressait. C'est ici que les choses commencent à se rattacher à la pyramide elle-même. Le complexe de Djéser comporte une série de puits souterrains.
et certains chercheurs pensent que l'eau de la douve a pu être utilisée pour alimenter un système d'ascenseur hydraulique. Cet ascenseur hydraulique géant aurait alors servi à soulever les lourdes pierres nécessaires à la construction de la pyramide. Il fonctionnait comme un volcan, mais au lieu de lave, c'est de l'eau qui soulevait les blocs de pierre. Imaginez un grand trou profond dans le sol au centre du site de la pyramide. À l'intérieur de ce trou, il y avait une énorme plateforme en bois, un peu comme un radeau géant qui pouvait monter et descendre. Lorsque les ouvriers voulaient soulever une pierre lourde, ils remplissaient le trou d'eau. Lorsque le niveau de l'eau montait, la plateforme en bois se mettait à flotter, emportant la pierre avec elle, un peu comme un ascenseur géant. Lorsque la pierre atteignait la bonne hauteur, les ouvriers la faisaient glisser de la plateforme vers la pyramide. L'idée, c'est que l'eau de la tranchée, après avoir été nettoyée et filtrée, se serait écoulée dans ces puits. Un flotteur énorme, peut-être en bois, s'élevait alors au fur et à mesure que l'eau remplissait le puits, soulevant les pierres jusqu'à l'endroit où on en avait besoin pour la construction. Une fois la pierre en place, l'eau était évacuée et la plateforme redescendait, prête à soulever la pierre suivante. Ce système de levage hydraulique sophistiqué aurait pu changer la donne, rendant l'ensemble du processus de construction beaucoup plus rapide et efficace, et permettant d'économiser de la main-d'œuvre. C'est comme si les anciens Égyptiens avaient déjà adopté la notion selon laquelle travailler plus intelligemment vaut mieux que travailler plus durement. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord avec cette théorie. Certains experts affirment que la zone où a été construite la pyramide à degré de geyser n'aurait pas pu fournir suffisamment d'eau. Les pluies étaient assez rares pour entretenir un système hydraulique aussi élaboré. La théorie principale suggère qu'il y avait peut-être un lac à proximité qui se serait rempli après chaque période de pluie et qui aurait fourni l'eau dont le complexe avait besoin pour son système hydraulique. Or, aucun écrit de l'Égypte ancienne ne fait mention d'un tel lac. Il s'agit donc plus d'une hypothèse que d'une réalité. Et puis, il y a la question du travail lui-même. Vous vous souvenez que j'ai dit que cette méthode aurait pu permettre aux anciens bâtisseurs d'élever des pierres avec beaucoup moins d'efforts? Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Selon certains experts, la construction de ce dispositif aurait nécessité beaucoup plus de travail que le simple déplacement des blocs de pierre nécessaires à l'édification du monument. Et n'oublions pas que la pyramide à degré de Djéser est relativement petite comparée à celles qui ont suivi. Les pierres utilisées pesaient en moyenne 300 kg chacune, ce qui n'est rien comparé aux blocs de plus de 2,5 tonnes utilisés plus tard pour la pyramide de Khéphren. S'il nous faut complètement écarter cette théorie de l'ascenseur hydraulique, il nous reste à expliquer comment cette pyramide a été construite. Pour répondre à cette question, nous devons revenir un peu en arrière et parler des plans d'origine. Avant que la tombe de Djéser ne devienne une pyramide, l'idée était de construire un simple mastaba. Ce type de tombeau était assez courant dans les périodes antérieures. Une structure rectangulaire à toit plat avec des côtés inclinés. Mais une fois le mastaba original terminé, ils auraient décidé de l'agrandir un peu en ajoutant quelques couches supplémentaires. Ils auraient ensuite ajouté d'autres couches jusqu'à ce que la construction atteigne 6 niveaux distincts, chacun plus petit que le précédent. Et ils auraient probablement fait tout cela en soulevant ces lourdes pierres à l'aide de passerelles, et non d'un ascenseur hydraulique. Nous ignorons encore beaucoup de choses sur la pyramide à degré de Djéser. Des recherches supplémentaires sont certainement nécessaires pour comprendre comment ce système fonctionnait, ou s'il a même existé. Mais l'idée d'utiliser de l'eau pour construire une pyramide apporte une nouvelle dimension à notre compréhension de l'ingénierie de l'Égypte ancienne. Cela nous rappelle avec force à quel point ces bâtisseurs étaient intelligents et ingénieux, mettant à profit les ressources naturelles dont ils disposaient pour créer l'un des monuments les plus emblématiques de l'histoire. Quand tu entends parler de ruines anciennes, tu ne les imagines jamais suspendues quelque part, ou simplement accrochées à la branche d'un arbre, n'est-ce pas? En fait, pour la plupart des objets anciens que nous avons exposés dans les musées du monde entier, les archéologues ont fait un travail de fouille impressionnant. Tu vois, les bâtiments ont cette drôle de façon de se dégrader avec le temps si l'on n'en prend pas soin correctement. Parfois, nous devons réutiliser certains matériaux de construction et une bâtisse plus ancienne peut alors être sacrifiée dans le processus. D'autres fois, les maisons sont abandonnées et dès qu'elles sont exposées aux éléments en surface, comme la pluie ou le soleil, elles n'ont plus aucune chance. Certaines s'écroulent tout simplement sous l'effet de la bonne vieille érosion. La seule façon pour un édifice de survivre à l'épreuve du temps
et d'être enterrés en profondeur. Mais comment ces architectures finissent-elles par être enterrées? C'est une véritable comédie d'erreurs. Les villes anciennes avaient l'habitude d'élever progressivement le niveau de leur sol, comme un enfant qui ajoute des garnitures à sa coupe glacée. En effet, ces colonies étaient toujours occupées à collecter de la nourriture et des matériaux de construction pour faire face à l'augmentation constante de leur population. Mais qui a le temps de s'occuper des déchets et des ordures? À l'époque, ce n'était pas vraiment une priorité sur leur liste de tâches. Ainsi, lorsqu'il s'agissait de construire de nouvelles maisons, les civilisations anciennes économisaient leur sueur et leurs larmes, en empilant les décombres et en construisant directement dessus. Mais ce n'est pas tout. De temps en temps, les rivières entrent en crue et déposent une couche de sédiments sur le sol des villes. Cela a pour effet d'encapsuler encore davantage ces anciennes constructions. Et dans les régions sèches, comme le désert, où le vent aime à montrer ses mouvements de danse de sable et de poussière, tu peux parier que c'était une lutte constante pour garder les établissements propres. Un exemple hilarant est celui du Sphinx, dont la tête était enfouie dans le sable jusqu'à ce qu'un groupe d'archéologues le mette au jour en 1917. Certaines villes anciennes ont fini par être recouvertes parce qu'elles étaient complètement abandonnées. Avec moins d'activité humaine pour contrôler leur expansion, les graines de plantes n'ont pas pu résister à l'opportunité et ont germé un peu partout. Elles ont absorbé le dioxyde de carbone de l'air et se sont développées, ajoutant de plus en plus de volume au sol. Scieuses racines effrontées ont même décidé de stabiliser le sol constitué de matière végétale en décomposition, créant ainsi plusieurs couches de terre. C'est comme si Mère Nature s'était lancée dans un ultime projet de bricolage, avec les plantes comme fidèles auxiliaires. Fouiller dans les secrets des civilisations anciennes, ce n'est pas seulement déterrer un monde perdu, c'est aussi une quête épique pour révéler les trésors cachés sous les couches de l'histoire. Mais comment les archéologues savent-ils d'abord où creuser? Si tout est recouvert de multiples couches de sédiments, de débris et de racines de plantes, ils doivent avoir une sorte de système auquel ils se fient avant de se lancer dans un nouveau projet, n'est-ce pas? Tout d'abord, ce ne sont pas toujours eux qui suggèrent des fouilles archéologiques à tel ou tel endroit. Je m'explique. Supposons que tu sois un entrepreneur et que tu souhaites construire un nouveau complexe d'appartements luxueux dans ta ville. Cependant, certaines législations locales imposent des exigences avant que ton projet ne puisse démarrer. Par exemple, avant de commencer à construire sur un terrain, il peut être nécessaire de faire appel à des spécialistes pour vérifier le sol. Scieuses personnes intelligentes peuvent être des archéologues, des géologues ou des paléontologues, et elles doivent garder un œil sur le processus en phase de développement. En cas de découverte d'artefacts ou d'écofacts, termes savants pour désigner des vestiges organiques, ces experts interviennent pour les fouiller et les étudier. Mais qu'en est-il des sites qui n'ont rien à voir avec les bulldozers et les chapeaux jaunes? Les archéologues ont plus d'un tour dans leur sac lorsqu'il s'agit de localiser les points chauds de l'Antiquité. Ils plongent dans les archives historiques et font un travail de détective. En recherchant de vieux documents et de vieilles cartes, ils peuvent reconstituer le puzzle de l'activité humaine dans une région donnée. Si un site a déjà été visité, c'est encore mieux. La découverte de traces de fouilles antérieures ou de récits historiques peut donner aux archéologues de nombreuses informations sur les endroits où poursuivre leur chasse au trésor. Avant de commencer à manier leur pelle, les archéologues se livrent à une sorte de balayage visuel. Armés d'un système de quadrillage, ils se promènent sur le site, à l'affût de tout artefact susceptible de se cacher juste sous la couche supérieure de la terre. Qu'il s'agisse d'outils en pierre taillée, de verres historiques ou même d'anciennes décharges, oui, elles ont aussi de la valeur. Ces explorateurs à l'œil vif peuvent repérer des signes d'activité humaine plus rapidement que la plupart des gens. S'ils tombent sur un hamac coquillé, terme savant pour désigner un dépôt d'ordures, ils savent avec certitude que l'homme a jadis habité cet endroit. Les archéologues ne se contentent pas de leur fidèle pelle. Ils disposent d'un arsenal de gadgets pour les aider dans leur recherche de merveilles cachées. Les outils géophysiques sont en quelque sorte leurs armes secrètes. Prenons l'exemple du résistivimètre. Cet appareil astucieux mesure la composante électrique du sol et tout élément ou artefact enfoui. Un mur enterré, par exemple, produira une résistivité différente de celle du sol environnant. Les magnétomètres et les géoradars fonctionnent de la même manière, mettant en évidence les indices potentiels de trésors anciens dans le sol. Et qui pourrait oublier notre vieil ami, le GPS? Il aide les archéologues à cartographier des emplacements précis, comme une carte au trésor high-tech les menant directement à leur peau d'or. Tu souhaites visiter virtuellement certains des sites archéologiques les plus importants du monde? Suis-moi. Au Royaume-Uni, par exemple, tu trouveras cet endroit intéressant appelé Stonehenge. C'est l'un des nombreux Henges répartis dans le pays, mais celui-ci est vraiment exceptionnel. Imagine cela. Des pierres anciennes et massives se dressent fièrement,
disposés sous forme d'un anneau à l'extérieur et d'un fer à cheval à l'intérieur, avec quelques pierres plus petites pour faire bonne mesure. Et devine quoi? Ces pierres étonnantes existent depuis plus de 5000 ans. C'est ce que l'on appelle une longévité à toute épreuve. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Selon le folklore local, le légendaire magicien Merlin a sorti sa baguette magique et a téléporté ces pierres massives depuis l'Irlande. Apparemment, des géants les avaient assemblées là-bas, mais Merlin a décidé qu'elles seraient bien plus belles à leur nouvel emplacement. D'autres pensent qu'il s'agit simplement des ruines d'un ancien édifice spirituel romain. Ces structures étonnantes ont été construites par nos ancêtres de l'âge du bronze. Avec leurs outils simples et leur technologie limitée, ils ont réussi à créer ce chef-d'œuvre monumental. Impressionnant, non? Malheureusement, nous ignorons encore beaucoup de choses sur cette région. L'objectif initial de Stonehenge reste encore aujourd'hui un mystère. Certes, il existe de nombreuses théories, mais les scientifiques ne sont pas encore parvenus à se mettre d'accord sur le sujet. On sait cependant qu'il est parfaitement aligné pour accueillir le lever du soleil lors des solstices d'été et d'hiver. L'ancienne ville de Pompéi est un site archéologique tout aussi étonnant. Imagine un peu, le Vésuve, un fauteur de troubles notoires, a décidé de piquer une crise volcanique et a complètement recouvert cette ancienne ville romaine. Il l'a transformée en capsule temporelle, située à l'extérieur de l'actuelle Naples, en Italie. En 1748, une bande d'explorateurs aventureux est tombée sur Pompéi. Ils ont découvert alors un trésor de choses bien conservées. Des rues, des maisons, de la nourriture, probablement un peu périmée, des bijoux clinquants, des sculptures raffinées, des fresques colorées, des objets ménagers de tous les jours, et même des restes humains et animaux. C'était comme une fête archéologique épique. À première vue, Pompéi avait tout pour plaire. Des maisons et des villas de luxe, une immense arène de 20 000 places, de jolies petites boutiques d'artisans, des lieux de rencontre comme des tavernes, sans oublier les endroits coquins comme ces bains luxueux où l'on pouvait se faire dorloter intensément. Il y a aussi le sanctuaire d'Apollon, où les gens se réunissaient pour leur culte quotidien. Et bien sûr, le cœur animé de la ville, le forum de Pompéi, où tous les gens branchés avaient l'habitude de se retrouver. Et devine quoi? Pompéi est tellement cool qu'elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1977. C'est en quelque sorte le panthéon de l'histoire. Cette liste comprend également de nombreux autres bâtiments et sites célèbres, comme le Taj Mahal en Inde et l'Acropole d'Athènes en Grèce. Vous êtes égaré au plus profond des jungles de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Des sons mystérieux résonnent autour de vous, et pour couronner le tout, le crépuscule s'installe peu à peu. Bientôt, vous vous retrouverez seul en plein cœur d'une forêt tropicale inexplorée. Il faut bien admettre qu'entreprendre la quête d'Eldorado en solitaire n'était pas l'idée la plus brillante. Vous continuez d'avancer aussi rapidement que possible, lorsque soudain, attendez, que distinguez-vous là-bas? Ça ressemble à d'imposants escaliers de pierre. Tout cela n'a rien de naturel, alors vous saisissez votre appareil pour le prendre en photo. Peut-être n'avez-vous pas déniché l'or, mais vous avez peut-être mis au jour une découverte inestimable. Félicitations, vous venez de découvrir Okomtun, une cité maya oubliée depuis des siècles. Dissimulée à une 60aine de kilomètres au cœur de la jungle, son nom se traduit littéralement par « colonne de pierre ». La pierre devait être prisée à l'époque, car ces bâtisseurs l'ont abondamment employée pour ériger leurs pyramides, leurs habitations et même leurs terrains de jeux de balles. Si vous pensiez que les Européens détenaient l'exclusivité du ballon rond, détrompez-vous. Les Mayas étaient de fervents amateurs de ces jeux, qu'ils pratiquaient pour le plaisir et la compétition. Okomtun s'inscrit dans une série d'autres cités mayas autrefois perdues, qui sont désormais redécouvertes grâce aux avancées technologiques actuelles. Nous aborderons les autres dans un moment. La caractéristique la plus étonnante de celle-ci est sans doute son emplacement au milieu de zones marécageuses, ce qui explique pourquoi elle fut construite sur un terrain surélevé. Cette ville, d'une envergure monumentale, s'étendait sur plus de 50 hectares, soit l'équivalent de 90 terrains de football juxtaposés. Les chercheurs ont mis au jour des indices révélant qu'Okomtun comptait des pyramides pouvant atteindre 15 mètres de hauteur et qu'elle fut probablement un centre social majeur entre 250 et 1000 après Jésus-Christ. Il s'agit assurément d'un bouleversement majeur. Toutefois, l'exploration des cités mayas disparues remonte déjà au XIXe siècle. Les technologies modernes, telles que l'imagerie LIDAR, permettent aujourd'hui aux archéologues de scruter les forêts denses sans être entravés par la végétation. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de s'aventurer dans la jungle tropicale au risque de se perdre, comme vous l'avez fait au début de cette vidéo. Le LIDAR fonctionne un peu comme une radiographie.
Ils projettent des faisceaux laser qui détectent les traces de ruines ou de constructions anciennes. D'après Sarah Parcak, une archéologue spécialisée en télédétection spatiale, les images satellitaires ont joué un rôle crucial dans la découverte d'anciennes villes en Amérique du Sud, en Égypte et ailleurs. Elle consacre d'ailleurs la majeure partie de ses journées à analyser minutieusement ces images pour repérer d'éventuelles traces de cités anciennes. Selon elle, les ruines sont souvent enfouies sous la végétation, la terre ou le sable, rendant leur identification particulièrement complexe. Cependant, grâce à ces outils remarquables, les chercheurs ont également découvert d'anciennes chaussées mayas qui parcouraient les anciens territoires de cette civilisation. Admirez donc ces anciens passages. Nous sommes davantage habitués à voir de telles ruines dans des pays du vieux continent. Mais imaginez des routes de 40 mètres de large, blanchies à la chaux, pour guider les voyageurs dans l'obscurité. Les scientifiques ont récemment mis au jour un réseau de plus de 170 km de ces voies qu'ils estiment antérieures aux premières routes mayas officiellement répertoriées jusqu'à présent. Ces routes, qui traversaient mais parfois des terrains marécageux et étaient même surélevées par endroits, sont aujourd'hui qualifiées de premières super autoroutes du monde. Bien qu'aucun indice de traction animale n'ait été retrouvé, il est probable que les Mayas les aient utilisés pour se déplacer au sein d'un réseau, pouvant compter jusqu'à 964 peuplements. Construites sous la forme d'une vaste toile d'araignée, ces chaussées, d'après les informations recueillies par les archéologues, servaient à former un système étendu d'échanges économiques et sociaux entre les différentes cités. Cette découverte remet complètement en question l'idée selon laquelle la période préclassique maya, qui remonte à 2000 ans avant notre ère, se limitait à de petits villages tribaux. Imaginez l'ampleur des ressources humaines et l'expertise en ingénierie qu'il a fallu mobiliser pour ériger ces immenses voies blanches. Les archéologues pensent que la construction de ces voies suivait un processus similaire à celui utilisé pour les pyramides, un amalgame de boue et de pierres de carrière, complété par plusieurs couches de calcaire pour leur donner cette teinte éclatante. Assez impressionnant, n'est-ce pas ? Prenons cependant un peu de recul pour mieux comprendre le contexte. Les Mayas représentèrent l'une des plus vastes civilisations précolombiennes des Amériques. Jusqu'à présent, les spécialistes estimaient qu'à son apogée, la civilisation maya comprenait plus de 40 cités, regroupant des millions d'habitants. C'est une population considérable. Leur empire s'étendait de la péninsule mexicaine du Yucatan jusqu'au Guatemala et au Belize, avec une économie fondée principalement sur l'agriculture. Toutefois, la péninsule présentait un environnement particulièrement hostile pour la culture. Les Mayas ont donc dû concevoir des systèmes d'irrigation sophistiqués dans la plupart de leurs cités. Outre la construction de pyramides, de bâtiments cérémoniels et de places, ils ont aussi développé un système astronomique à nul autre pareil. Grâce aux anciennes technologies dont ils disposaient, ils étaient en mesure de prédire avec précision la position de planètes comme Vénus et Mars, ainsi que les dates exactes des éclipses. Si vous n'avez jamais vu d'exemple de cité maya ancienne, voici Tikal. Située au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal est réputée pour avoir été la capitale d'un ancien État maya conquérant. À son apogée, cette ville était aussi influente que des métropoles comme Londres ou New York le sont aujourd'hui. Elle est composée d'un ensemble de monuments complexes, dont l'Acropole Nord, l'un des plus anciens de Tikal. Façonnée exclusivement par des mains humaines vers 350 avant notre ère, elle servait de sépulture aux rois et aux dignitaires. Les monuments, pouvant atteindre jusqu'à 60 mètres de hauteur, étaient autrefois ornés d'une splendide peinture rouge, une couleur chère aux Mayas. Mais de nos jours, il ne reste que la pierre calcaire exposée. Chichén Itzá, quant à elle, abrite l'une des pyramides les mieux conservées au monde. Située dans l'état du Yucatan, cette ville maya remonte à plus de 1500 ans. À son apogée, elle comptait environ 35 000 habitants et s'étendait sur une superficie de 10 km². Le site est dominé par El Castillo, un majestueux temple pyramidal de 24 mètres de haut. Ce qui le distingue particulièrement, ce sont les 91 marches de chacune de ses 4 faces qui, en y ajoutant la plateforme supérieure, totalisent 365 marches, correspondant au nombre de jours de l'année solaire. Il est évident que c'était une civilisation de grande ampleur, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs pour cette raison que le mystère de son déclin reste si difficile à élucider. Les indices relatant l'effondrement de cet empire autrefois puissant sont rares. Quelle en aurait été la cause? Une sécheresse dévastatrice peut-être? Des recherches menées en 2017 ont apporté quelques éléments nouveaux susceptibles d'éclaircir ce mystère.
À partir des données recueillies sur le site de Ceibal, au sud-ouest de Tikal, les chercheurs ont examiné les résultats des analyses de radiocarbone, ainsi que les découvertes issues des fouilles archéologiques et des céramiques, pour obtenir de nouvelles informations sur le déclin inattendu de cette grande civilisation. Les résultats indiquent que les Mayas n'ont probablement pas subi un effondrement soudain, mais plutôt une série de vagues d'instabilité sociale et de crises politiques. Ces bouleversements auraient entraîné la dégradation des centres urbains et amorcé la dispersion de la population maya. Il reste néanmoins difficile de déterminer avec précision les causes exactes de ce déclin. Cela dit, de récentes découvertes apportent un éclairage important sur l'histoire de l'humanité, touchant non seulement l'Empire Maya, mais aussi d'autres civilisations disparues d'Amérique du Sud. Une découverte majeure au Brésil, réalisée grâce à l'imagerie satellitaire, suscite également la stupeur des scientifiques. Des images prises à proximité du rio Xingu, dans la région amazonienne, suggèrent que des villes peuplées de millions de personnes auraient pu exister au cœur de la jungle, bien avant l'émergence de notre civilisation moderne. Si cela ne vous surprend pas, difficile de dire ce qui le ferait. Des images satellites ont également révélé un réseau de tranchées datant de 200 à 1200 après Jésus-Christ, au sein de la forêt bolivienne. Ces traces suggèrent la présence de communautés pouvant abriter environ 60 000 personnes au cœur de la jungle. Lorsque des chercheurs de l'Université de Floride se sont rendus sur le terrain pour vérifier les données satellitaires, ils ont eu la surprise de découvrir plusieurs monticules, accompagnés de fossés et de géoglyphes. Les archéologues ont aussi mis au jour des vestiges de murs soigneusement élaborés, organisés autour de places et rappelant les constructions typiques des anciens Mayas. Tout se passa en 1708. Le 8 juin, le galion espagnol San José rentrait en Espagne depuis les Caraïbes. Au total, il y avait 17 navires. Le capitaine du San José savait qu'il allait avoir des ennuis, car des navires anglais rôdaient dans la région. Il savait qu'il serait à la recherche du trésor chargé sur les navires. La valeur du trésor venu du Nouveau Monde était si astronomique qu'il pouvait bouleverser le cours des événements en Europe. Pour être en sécurité, le galion espagnol devait atteindre Cartagena de Indias, là que se trouve aujourd'hui la Colombie. Malheureusement, un autre destin attendait le San José. Les 4 navires anglais apparurent. Le galion ne put leur échapper. Ils n'avaient d'autre choix que de faire demi-tour et de se battre. C'est alors que le chaos commença. Les drapeaux rouges indiquant que la bataille avait commencé. Les canons en action. L'odeur de la poudre. Personne ne sait exactement comment tout cela se termina. À la tombée de la nuit, il était difficile de voir clairement ce qui se passait. La seule chose qui est restée dans l'histoire est le naufrage du vaisseau amiral San José, puis le silence. Vaisseau amiral, le San José était un galion très important d'un point de vue stratégique. Il transportait une quantité incroyable de métaux précieux tels que de l'or et de l'argent, mais aussi des perles et des pierres précieuses telles que les émeraudes. Tout cela resta au fond de l'océan pendant les 3 siècles suivants. Mais comment ce trésor perdu se transforma-t-il en légende? Tout d'abord, les estimations financières du trésor avancées par les scientifiques choquèrent tout le monde. Le navire aurait transporté entre 7 et 12 millions de pesos. D'accord, ce n'est peut-être pas la fortune d'Elon Musk, mais aujourd'hui cela représente environ 10 milliards de dollars. Avec cet argent, vous pourriez vous offrir des jets privés, un parking de Lamborghini et même un joli manoir. Et encore, il vous resterait encore beaucoup d'argent. À l'instar des pièces trouvées sur le Titanic, on pourrait penser que tout cela a dû rouiller. Mais lorsqu'il s'agit d'or, les choses se passent différemment. Le Titanic ne transportait pas d'or, ou du moins pas beaucoup. Les bijoux qui se trouvaient sur le Titanic étaient des effets personnels. Or, ce qui est génial avec l'or, c'est qu'il ne réagit jamais avec l'oxygène. Cela signifie que l'or véritable ne rouille pas et ne ternit pas. Si votre collier en or devient un peu plus foncé, c'est le signe qu'il ne s'agit pas d'or pur, mais d'un alliage, ce qui est également intéressant, car vous pouvez facilement le nettoyer. Pour en revenir au trésor perdu de San José, les pièces d'or qui s'y trouvent, même plus de 300 ans plus tard, sont censées avoir le même aspect aujourd'hui que le jour où elles ont été frappées. Revenons maintenant à l'endroit où le navire est censé avoir coulé.
Vous vous souvenez que je vous ai dit que le capitaine voulait se rendre au rivage où se trouve aujourd'hui la Colombie? Eh bien, le 4 décembre 2015, le navire a effectivement été retrouvé dans les eaux de la Colombie. Comme pour beaucoup d'autres choses importantes aujourd'hui, le monde l'a appris par un tweet, envoyé par le président colombien de l'époque, Juan Manuel Santos. Cela fait des décennies que l'on cherchait le San José, et une fois qu'il a été retrouvé, sa popularité n'a fait que croître, et les mythes à son sujet se sont multipliés. L'une des légendes fut racontée par le Seigneur Santos lui-même. Après la découverte de l'épave, il accorda une brève interview à la radio. Le fait est que la découverte était plutôt inattendue. De nombreuses personnes ont consacré beaucoup de temps et d'efforts à la recherche de cette épave, et beaucoup d'entre elles avaient même abandonné l'espoir de la trouver un jour. Juan Manuel Santos raconta comment l'épave avait été découverte. Lors d'un événement officiel à l'extérieur de la Colombie, il fut abordé par un homme. Celui-ci ressemblait au célèbre écrivain Hemingway. Il portait une barbe blanche et avait des cheveux blancs. La seule chose que voulait cet homme à l'allure d'Hemingway, c'était 2 minutes de temps de parole de Santos. Le président céda et écouta cet homme. Ce qui se passa ensuite est incroyable. L'homme sortit une carte ancienne, plus précisément une copie soigneusement encadrée, et dit au président que personne d'autre ne la connaissait. L'homme pointa du doigt un endroit précis, en déclarant que c'était l'endroit exact où se trouvait le trésor, et que cet endroit ne figurait sur aucune autre carte. Il assura qu'il savait où se trouvait le trésor. L'histoire avait l'air folle et pleine de capes et d'épées. Qui que fût cet homme, il s'avéra qu'il avait raison. Son identité reste un mystère pour tout le monde, mais d'une manière ou d'une autre, cet homme avait trouvé le financement, déterminé la zone à inspecter, et s'était même frayé un chemin jusqu'au président. Certes, le San José était rempli d'or, et celui qui le trouverait serait riche jusqu'à la fin de ses jours. Mais soyons réalistes, aucune personne ordinaire ne pourrait découvrir un tel trésor, car cela nécessite trop d'efforts et trop de fonds. Cela dit, qu'en est-il lorsque vous êtes passionné de chasse au trésor et que vous cherchez justement un coffre au trésor? Eh bien, je crois que j'ai une histoire à raconter sur des gens ordinaires qui cherchent et finissent même par trouver un vrai trésor. Voici Forrest Fenn, un millionnaire excentrique qui a caché un trésor de 1 à 5 millions de dollars. Sa valeur exacte n'a pas été identifiée. Monsieur Fenn lui-même a déclaré qu'il n'avait jamais essayé de l'évaluer. Le coffre contenait 265 aigles et doubles aigles en or américain, des pièces de monnaie anciennes, des pépites d'or et bien d'autres choses encore. Forrest a caché le coffre dans les montagnes rocheuses et a annoncé la chasse au trésor en 2010. Concentrons-nous un peu sur une carte et voyons à quel point les montagnes rocheuses sont vastes. En d'autres termes, les chasseurs de trésors devaient balayer les 2 pays, les États-Unis et le Canada. Au début, il s'agissait d'une petite chasse au trésor dont seules quelques personnes étaient au courant. Mais quelque temps plus tard, la compétition prit de l'ampleur. Des dizaines de milliers de personnes de lancèrent à la recherche du trésor. Des recherches ont montré qu'au cours de la décennie, environ 300 000 personnes ont tenté leur chance à la recherche du coffre mystérieux. Pour annoncer la chasse, Forrest Fenn utilisa un poème de 24 lignes. Ce poème contenait des indices que la plupart des chasseurs de trésors ne réussirent pas à décoder. Le coffre était si bien caché qu'il fallut 10 ans pour le découvrir. Il y eut également un blog intitulé « Thrill of the Chase », l'excitation de la chasse. Et le 6 juin 2020, Monsieur Fenn publia enfin la nouvelle tant attendue. Le trésor avait été trouvé. Forrest lui-même admit que toute personne lisant attentivement les instructions du poème pouvait trouver le trésor. Le poème fit le buzz sur Internet. De nombreux internautes essayèrent de décoder les 9 indices qu'il contenait. Certains d'entre eux donnèrent même des clés possibles pour décoder l'énigme. Ces spéculations ont peut-être aidé la personne qui trouva finalement le trésor. Au départ, Forrest Fenn lui-même ne savait pas qui avait déchiffré tous les codes du poème, traversé la forêt dense et récupéré le coffre. L'heureux élu avait préféré garder l'anonymat. Tout ce que nous savions, c'est qu'il s'agissait d'un homme originaire de l'Est des États-Unis. Le gagnant envoya une photo à Forrest Fenn et la chasse au trésor était officiellement terminée. Mais quelque temps plus tard, il se dévoila. Il s'agissait de Jack Stueff, un ancien journaliste et étudiant en médecine. Le trésor était caché sous une voûte d'étoiles dans une forêt des montagnes rocheuses.
La végétation y est luxuriante, ce qui explique que le coffre ait été caché en profondeur. Le coffre n'a jamais été déplacé de l'endroit où il a été caché à l'origine. L'endroit exact est encore inconnu. Mais nous savons que le trésor a été caché dans le Wyoming. Jack admit que tous les trésors annoncés n'avaient pas été trouvés dans le coffre. Une petite grenouille en or sur un collier et une bague en émeraude espagnole manquaient à l'appel. Forrest retrouva en effet la grenouille dans sa collection et la donna à Stuef, mais il ne retrouva pas la bague. La chasse au trésor créée par Forrest Fenn peut sembler extravagante, mais il a expliqué pourquoi il avait décidé de la lancer. La seule chose qu'il prétendait avoir en tête était de donner de l'espoir aux gens. Des spécialistes ont mis au jour le plus ancien village lacustre jamais découvert en Europe, caché sous les eaux du lac Doride, entre l'Albanie et la Macédoine du Nord. Ce lac, quant à lui, est également d'une ancienneté remarquable. On le considère comme l'un des plus anciens au monde. Avant cette découverte, un village situé dans les Alpes italiennes détenait le record avec environ 7000 ans d'existence. Cependant, des analyses par datation au radiocarbone révèlent que le village submergé du lac Doride a été édifié entre 6000 et 5080 ans avant notre ère, le rendant ainsi 1000 ans plus vieux que tout autre village en Europe. Ce village néolithique, qui abritait de 2 à 500 habitants, constitue l'une des toutes premières communautés humaines sédentaires connues. Cette découverte ne serait pas aussi fascinante sans le mystère qui l'entoure. Les habitants avaient érigé une forteresse de piquets de bois tout autour de leur village, vraisemblablement pour se protéger. Mais de quoi? Ce danger reste mystérieux. Les villageois ont pris soin de construire leurs habitations sur pilotis au-dessus du lac, en les entourant de ces défenses de bois. Pourquoi ces précautions élaborées? C'est précisément la question à laquelle les archéologues tentent de répondre. Existe-t-il d'autres implantations inhabituelles? Absolument. Prenez par exemple Göbekli Tepe. Ce site nous ramène aux origines même des premiers peuplements permanents et nous invite à remettre en question tout ce que nous croyons savoir sur l'émergence de sociétés organisées. Il semble que les habitants de cet endroit étaient particulièrement attachés à des pratiques spécifiques, probablement des rituels ou des rassemblements. Il y a environ 11 000 ans, ces anciens ont sculpté d'immenses blocs de calcaire et, d'une manière encore mystérieuse, les ont transportés de l'autre côté du monticule. Ces pierres, décorées de gravures d'animaux et de figures humaines, étaient disposées en cercle, comme des toiles témoignant de leur mode de vie. Sous ces pierres, on retrouve les mêmes piliers massifs que ceux érigés de l'autre côté du monticule. Près de 250 de ces piliers émergent à la surface, et les fouilles en ont révélé environ 60 autres. Ces éléments sont autant de messages venus du passé, nous livrant des indices sur la vie et les activités des personnes ayant habité ces lieux. Ces découvertes bouleversent les chronologies et les interprétations classiques des premières sociétés humaines. Bien que Göbekli Tepe soit devenu une destination prisée des touristes, un autre site à proximité, Karahan Tepe, reste moins connu, mais tout aussi remarquable. Ces deux sites défendent l'idée selon laquelle l'élevage aurait conduit à la sédentarisation. Il semblerait plutôt que les populations se soient d'abord établies en un lieu fixe, avant d'entamer la domestication animale. Ils remettent également en question l'hypothèse traditionnelle selon laquelle les sociétés organisées auraient émergé à la suite de l'agriculture. Ces sites anciens laissent entendre que des communautés structurées existaient avant même le développement agricole, et qu'elles pratiquaient sans doute des rituels cultuels ou communautaires. Ces structures suggèrent des fonctions complexes et polyvalentes plutôt que simplement religieuses. Les gens se rassemblaient dans ces lieux pour discuter et raconter des histoires, favorisant une identité collective. Ces bâtiments pourraient marquer les débuts d'une communauté cohésive, montrant l'émergence de hiérarchies horizontales et de partage des connaissances. Partons maintenant de l'autre côté du globe. Au Mexique, des pyramides méconnues, âgées d'environ 1500 ans, méritent qu'on s'y attarde. Ces édifices ont défié les siècles grâce à un ingrédient unique provenant du figuier de Barbarie. Ce cactus a permis aux bâtisseurs indigènes de concevoir ces merveilles architecturales du monde antique. Ces pyramides de roches volcaniques grises s'élèvent comme une chaîne de montagnes miniatures. En nous approchant, on distingue les marches parfaitement gravées dans la roche dure,
formant un escalier monumental sur la plus haute pyramide. Deux autres structures, appelées la Maison du Vent et la Maison de la Nuit la plus longue, illustrent également cette maîtrise. Selon la légende, ces structures abritaient des trésors. Ce n'est pourtant qu'au début des années 2000, avec les fouilles entreprises par des archéologues mexicains, que leurs secrets ont commencé à être dévoilés. La Maison des 13 cieux, édifiée autour de 540 avant notre ère, servait à marquer le passage du temps. À une époque où les horloges et les calendriers n'existaient pas, les anciens se référaient aux astres pour repérer les dates importantes. Cette pyramide agissait comme un calendrier cosmique. Ses angles étaient alignés avec les solstices et les dates essentielles pour les semailles et les récoltes. Aujourd'hui encore, en montant ces marches, le soleil s'aligne parfaitement avec un coin spécifique de la pyramide. Mais ces édifices ne se contentaient pas de suivre le cours du temps. Les archéologues Quiroz et Zepeda cherchent à en percer les mystères. Parmi les artefacts découverts, ils ont constaté que les anciens bâtisseurs utilisaient une substance adhésive provenant des feuilles du figuier de Barbarie pour solidifier leur construction, une technique encore employée par certains peuples autochtones. Les révélations se succèdent. La Maison des 13 cieux a même livré un squelette, plus ancien que la pyramide elle-même, d'environ un millénaire. Ce détail indique que les anciens ont transporté ce corps pendant près de 950 ans, ajoutant ainsi un autre mystère à ce site fascinant. Prochaine étape, la Duna de Bologna, une dune espagnole recelant des ruines romaines enfouies. Située aux confins de l'Europe, face à l'Afrique du Nord, cette formation sablonneuse dépasse les 30 mètres de hauteur et 200 mètres de largeur. Sous l'effet des vents, la dune se déplace, dévoilant progressivement des fragments d'histoire profondément enfouis. Avec le changement climatique, ces vents s'intensifient, accélérant la migration de la dune et révélant des traces des anciens habitants de cette région. Les archéologues, en fouillant cette zone, ont mis au jour d'antiques sépultures. Imaginez parcourir ce dédale de sable pour tomber sur ces tombes chargées d'histoire. Le sable, tel un gardien, a protégé des ossements, des bijoux et des pointes de flèches. Mais ce n'est pas tout. À proximité se trouve un site archéologique du IIe siècle avant notre ère, datant de l'époque où les Romains s'y étaient établis. Ils y avaient bâti une ville complète, avec des thermes, un théâtre et un temple, le tout érigé sur les vestiges d'un ancien établissement phénicien. Il y a bien longtemps, un tremblement de terre a contraint les habitants à abandonner la ville, qui est restée ensevelie sous le sable pendant des siècles. Aujourd'hui, historiens et archéologues espèrent que ce paysage en perpétuel mouvement révélera encore d'autres secrets. Souhaitons que cette capsule temporelle de sable soit préservée et continue à transmettre ses histoires aux générations futures. Au Pérou, des archéologues étudient le passage du Condor, un couloir secret vieux de 3000 ans. Curieux? Ce passage a été mis au jour à Chavin de Huántar, une ancienne cité où vivait le peuple Chavin. Située à environ 300 km de Lima, la capitale péruvienne. Le peuple Chavin était réputé pour son talent artistique. Fascinés par les oiseaux et les félins, ils intégraient souvent ces motifs dans leurs œuvres. Bien avant l'avènement de l'empire Inca, ils figuraient parmi les premières sociétés sédentaires des hauts plateaux andins, cultivant ces terres 2 millénaires avant l'apparition des Incas. Dans un des édifices du temple, les archéologues ont découvert ce passage dissimulé, qu'ils ont surnommé le passage du Condor. Ce couloir, resté fermé pendant des siècles, conduit à plusieurs salles du temple, offrant un aperçu rare de la vie de l'époque. Lara Croft pourrait s'en donner à cœur joie. À l'intérieur de ce passage secret, les chercheurs ont trouvé des objets fascinants. Notamment une imposante poterie, plus lourde qu'un sac de pommes de terre et ornée de la tête et des ailes d'un condor. C'était par ailleurs un symbole de pouvoir pour les anciens Andins. Les fouilles ont également mis au jour d'autres poteries, toutes découvertes en mai 2022, au moment de l'ouverture de cette entrée dissimulée. Tout cela est donc plutôt récent.
Le complexe de temples recèle encore d'autres structures, comme des terrasses, et bien d'autres mystères restent encore à découvrir. Progresser dans ces passages cachés pose de nombreux défis. Les archéologues ont donc eu recours à des caméras montées sur des robots pour explorer les lieux sans risquer de les endommager ou d'y rester coincés. Attendons de voir ce que ces fouilles révéleront encore d'incroyable. Les archéologues égyptiens ont récemment fait une découverte extraordinaire près du Caire. Roulement de tambour, s'il vous plaît. La momie la plus ancienne et la plus complète jamais mise au jour dans le pays. Cette momie, vieille de 4300 ans, a été trouvée dans un ensemble de tombes près de la pyramide à degrés de Djéser, datant de l'ancien empire égyptien. Elle était recouverte de couches d'or. L'équipe a également découvert plusieurs autres tombes, dont une appartenant à un haut dignitaire égyptien et une autre à un gardien des secrets, qui présidait aux cérémonies. Une autre tombe intéressante était celle d'un scribe, qui contenait les plus grandes statues jamais découvertes dans la région. Ce vaste site funéraire abrite également plus d'une douzaine de pyramides et de lieux de sépulture. L'une des momies les plus célèbres au monde est probablement celle d'Hatshepsut. Elle a gouverné l'Égypte pendant environ 20 ans, érigé de nombreux édifices impressionnants et créé de nouvelles routes commerciales. Cependant, lorsque l'archéologue Howard Carter a découvert son tombeau dans la vallée des rois, son sarcophage était vide. Carter a néanmoins trouvé 2 cercueils dans une autre tombe, dont l'un appartenait à la nourrice d'Hatshepsut et l'autre à une femme inconnue. En 2006, une équipe de spécialistes a décidé d'enquêter pour déterminer si cette femme mystérieuse était la reine en personne. Ils ont découvert une molaire dans une boîte en bois portant le nom d'Hatshepsut, et lorsqu'ils l'ont comparée à la mâchoire de la momie, elle correspondait parfaitement. Ramsès II était un souverain des plus remarquables, mais c'est sa momie, plus encore que ses accomplissements, qui aura finalement marqué l'histoire. Ramsès est considéré comme le pharaon le plus puissant de toute l'Égypte, ayant régné durant pas moins de 6 décennies. Il a également vécu jusqu'à l'âge canonique de 90 ans, ce qui était tout à fait remarquable compte tenu de l'époque à laquelle il vivait. Ramsès II aurait eu plus de 100 descendants, parlé d'une famille nombreuse. À sa mort, son corps fut initialement enterré dans la vallée des rois, mais des pillards tentèrent de dérober les trésors de son tombeau. Ses successeurs, ne pouvant tolérer de tels actes, déplacèrent donc son corps vers un lieu tenu secret pour le protéger. Avance rapide jusqu'au 19e siècle, quand la momie de Ramsès II fut découverte avec celle d'autres souverains et dignitaires. Cependant, elle n'était pas en très bon état. Les archéologues décidèrent donc de l'envoyer à Paris pour des soins appropriés. Le problème, c'est qu'il ne pouvait tout simplement pas être expédié vers un autre pays. La seule solution fut de donner à Ramsès II un passeport. Sa profession y était indiquée comme « roi » et le document comportait même sa photo. La plupart des momies ne sont pas nécessairement réputées pour avoir une peau très hydratée, mais celle d'une femme originaire de Chine et surnommée Lady Di prouve le contraire. Non, nous ne parlons pas de cette Lady Di, mais d'une marquise remontant à la dynastie Han, découverte dans un tombeau richement décoré en 1971. Grâce aux conditions particulières de son sépulcre, humidité et absence d'oxygène, son corps était presque parfaitement préservé. Sa peau était douce, ses cheveux impeccables, et elle était encore souple. Le musée qui expose aujourd'hui sa momie montre également une multitude d'objets luxueux enterrés avec elle, comme de la vaisselle et des instruments de musique. Les archéologues, en examinant la momie de plus près, découvrirent qu'elle était décédée d'une crise cardiaque vers l'âge de 50 ans. Bien qu'elle ait quitté ce monde depuis plus de 2000 ans, Madame Di continue de fasciner. La momie d'Ötzi, l'homme des glaces, fut découverte dans les Alpes en 1991. Les autorités autrichiennes pensèrent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne, tant il était bien conservé. Il s'avéra qu'il provenait en réalité de l'âge du cuivre. Grâce à l'étude de sa momie, retrouvée dans un col de montagne à plus de 3000 mètres d'altitude, nous en avons énormément appris sur la vie en Europe durant le Chalcolithique. Par exemple, nous savons qu'il était originaire d'Europe centrale et qu'il consommait régulièrement de la viande. Il souffrait également d'arthrite, de rétrécissement des artères et de troubles intestinaux. Mais il utilisait probablement l'acupuncture et des herbes médicinales pour traiter ses affections. Apparemment, il était aussi très habile de ses outils. Il les avait aiguisés quelques jours à peine avant sa mort prématurée. Peut-être anticipait-il des ennuis? Ou se préparait-il simplement pour une tâche de routine? Le roi Toutankhamon et son histoire figurent parmi les plus célèbres de toutes les momies d'Égypte. Ce pharaon est décédé à l'âge précoce de 19 ans, il y a plus de 3 millénaires, mais sa momie reste l'une des plus emblématiques au monde.
Lorsque son tombeau a été ouvert en 1922, l'excitation était à son comble car il était encore intact, contrairement à de nombreux autres tombeaux royaux. Il contenait des sarcophages somptueusement ornés, dont un en or massif. Non seulement le tombeau de Toutankhamon nous a offert un aperçu de l'histoire de l'Égypte ancienne, mais sa momie nous a également beaucoup appris sur l'époque dans laquelle il vivait. L'analyse de son ADN a permis d'identifier ses parents et a révélé que le pharaon souffrait d'une rare maladie osseuse qui aurait pu le rendre invalide. Ginger est probablement l'une des momies les plus fascinantes dont vous entendrez jamais parler. Il ressemble à un voyageur temporel venu d'il y a 5000 ans, arborant encore ses cheveux dorés et ses ongles parfaitement préservés. Ginger a été découvert en Égypte et est considéré comme le corps momifié le plus ancien jamais découvert. Avant que les Égyptiens ne maîtrisent l'art de la momification, ils plaçaient les corps dans des tombes peu profondes, dans le sable chaud et sec. Comme ce dernier absorbait toute l'eau, les bactéries ne pouvaient ne pas se reproduire, et le corps était ainsi préservé naturellement. Aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas certains que la préservation de Ginger était intentionnelle, mais étant donné que sa sépulture était constellée de poteries, il est probable que ceux qui l'y ont enterré aient connu des techniques de préservation avancées. Si vous souhaitez rencontrer Ginger en personne, il est actuellement exposé au British Museum. Un collectionneur d'art néerlandais a acquis une statue de Bouddha en Chine et a fait une découverte surprenante. Elle contenait une momie cachée à l'intérieur. Hélas, le corps était trop fragile pour être déplacé. Il a donc fallu le laisser sur place. La partie la plus impressionnante est que cette momie a plus de 1000 ans et qu'elle avait été exposée pendant 200 ans avant d'être enfermée dans cette statue. Lorsqu'ils en ont effectué la tomographie, les scientifiques ont découvert que la momie était remplie de morceaux de papier couverts d'écriture. Les experts pensent qu'il aurait pratiqué l'automomification, un processus radical impliquant un régime alimentaire particulier et un thé qui rend le corps moins susceptible aux bactéries. Seules quelques personnes pouvaient accomplir ce rituel, et celles qui y parvenaient étaient profondément respectées. Peu de reines égyptiennes ont autant intrigué les scientifiques et les historiens que la sublime Néfertiti. Si l'on en croit ses effigies, elle était renommée pour son cou élancé, ses grands yeux et ses pommettes saillantes. Son nom se traduit d'ailleurs par « La belle est venue ». Si ça ce n'est pas de la prédestination. Bien qu'elle ne fût pas pharaon elle-même, Néfertiti a tout de même réussi à laisser une empreinte durable. Les archives suggèrent qu'en tant qu'épouse royale, elle était extrêmement influente. En raison de son pouvoir, elle était certes admirée, mais s'était également fait de nombreux ennemis tout au long de sa vie. Elle était également liée à Toutankhamon, mais pas par le sang. Il s'agissait de sa belle-mère. Jusqu'à présent, sa momie n'a toujours pas été identifiée, mais cela pourrait bientôt changer. Un égyptologue, qui a fouillé des tombes dans la vallée des rois, a découvert 2 momies qu'il pense être celles de Néfertiti et de sa fille. Selon les spécialistes, nous pourrions bientôt obtenir une réponse définitive quant à l'identité de ces 2 dépouilles. Si l'une d'elles s'avère être Néfertiti, nous pourrions être en présence d'une découverte majeure. L'analyse ADN et la tomographie de la momie pourraient nous offrir l'image la plus complète et précise de la reine que nous ayons jamais vue. Il est incroyable de penser que nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce qui se cache en dessous de l'Égypte moderne. Néfertiti a régné sur l'Égypte pendant une période de grande puissance et de prospérité. Mais est malheureusement décédée au cours d'une période de troubles qui ont conduit à la perte de son site funéraire. Qui peut vraiment prédire où elle se trouve aujourd'hui? En novembre 1922, un garçon marchant dans les montagnes désertiques d'Égypte a découvert des marches antiques taillées dans la roche. Par la suite, cette découverte est devenue l'une des plus grandes et des plus importantes découvertes archéologiques au monde. Cette marche faisait partie du tombeau intact de Toutankhamon. Les archéologues ont trouvé environ 5000 objets anciens, dont des bijoux, des tissus, des vases peints et des masques funéraires. Tu as probablement vu l'un d'entre eux. Il est devenu l'un des attributs les plus reconnaissables de l'Égypte ancienne. Plus de 100 ans se sont écoulés depuis. Aujourd'hui, l'humanité s'est enfin rapprochée d'une autre découverte de grande envergure, la tombe de Cléopâtre. Cette reine a été la dernière souveraine active du royaume ptolémaïque d'Égypte, qui a siégé sur le trône de 51 à 30 avant notre ère. Il existe de nombreux documents anciens sur Cléopâtre, son règne et sa personnalité hors du commun. Mais jusqu'à présent, personne n'avait découvert les secrets de son décès.
et de son lieu de sépulture. Kathleen Martinez, archéologue, étudie depuis des décennies les documents anciens et les temples autour d'Alexandrie et a conclu que la tombe de la reine devait se trouver sous la cité antique de Taposiris Magna, Tapusi-Iris Magna, fondée en 280 avant notre ère. Il s'agissait d'une grande ville située sur la côte nord de l'Égypte, où des dizaines de milliers de personnes travaillaient dans le commerce et l'industrie. Et il semble que les suppositions du docteur Martinez se soient révélées exactes. Avec un groupe d'archéologues, elle a découvert un tunnel souterrain secret près d'Alexandrie, d'une longueur d'environ 1300 mètres. Il a été creusé dans la roche sous le temple de Taposiris Magna. Au cours des fouilles, ils ont trouvé de nombreux éléments qui indiquent que la tombe de Cléopâtre se trouve dans les profondeurs du tunnel. Il est également possible qu'elle y soit enterrée avec le commandant romain Marc-Antoine. Selon des documents anciens, Cléopâtre et Marc-Antoine s'aimaient et s'opposaient ensemble au Sénat romain, qui déclarait Antoine traître. Le fait que des catastrophes naturelles se soient produites sur le territoire de Taposiris Magna pendant des milliers d'années peut compliquer les fouilles. Des tremblements de terre et des inondations ont détruit la ville, et peut-être inondé ces tunnels souterrains. Mais les archéologues espèrent peu que l'ancienne tombe est restée intacte et qu'elle cache de nombreux trésors et documents sur la vie royale de l'Égypte ancienne sous le règne de la dernière dynastie. Il est possible que les fouilles se déroulent sous l'eau et dans la boue. Cela demandera beaucoup de temps et de moyens financiers, mais les archéologues sont sûrs que cela en vaut la peine. Quoi qu'il en soit, il est trop tôt pour affirmer que Cléopâtre est réellement enterrée à cet endroit, mais les scientifiques ont trouvé de nombreux objets dans le tunnel qui le confirment, notamment des pots en argile, des dizaines de pièces de monnaie à l'effigie de Cléopâtre et d'Alexandre le Grand, ainsi qu'un buste à l'effigie de la reine égyptienne. Cléopâtre reste l'une des personnalités les plus populaires d'Égypte, au même titre que Ramsès III et Toutankhamon. Elle a inspiré de nombreux films, peintures et livres. Mais qu'est-ce qui l'a rendue si populaire? Elle est devenue célèbre pour son inconstance. C'était une souveraine belle et intelligente qui a sorti l'Égypte de la crise et en a fait une puissance prospère. Les textes arabes médiévaux indiquent qu'elle connaissait la chimie, les mathématiques et la philosophie, et qu'elle a peut-être écrit plusieurs ouvrages scientifiques. Elle connaissait plusieurs langues et avait d'excellentes compétences diplomatiques. Par ailleurs, de nombreuses légendes affirment qu'elle était une femme fatale, qui rendait beaucoup d'hommes fous. Cependant, rien ne prouve que sa beauté était incomparable. Hollywood a créé l'image d'un modèle éblouissant en tournant plusieurs films dans lesquels des actrices célèbres interprétaient le rôle de Cléopâtre. L'empereur romain Octave, fils adoptif de Jules César, a quant à lui créé l'image d'une séductrice insidieuse parce qu'il était son ennemi. Bien qu'elle soit née en Égypte, Cléopâtre n'était pas égyptienne. Ses ancêtres étaient des Grecs, dont l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Cependant, le peuple égyptien l'aimait. Elle a appris la langue et a été très sensible aux traditions de ce pays. Elle connaissait bien l'histoire, la mentalité et les coutumes de l'Égypte ancienne. Elle a relevé le niveau de l'économie égyptienne et renforcé le statut de l'Égypte en tant que puissance mondiale. Tout cela a été rendu possible en grande partie grâce à sa ruse et à sa force de persuasion. Elle aimait les représentations théâtrales et les fêtes somptueuses. Elle savait comment surprendre les gens et se donner en spectacle. Mais derrière l'image extérieure d'une amatrice de luxe se cachait une souveraine intelligente et calculatrice. L'Égypte ancienne était un pays riche et luxueux, et Cléopâtre a tout fait pour accroître sa richesse et renforcer sa position sur la scène internationale. Par exemple, une fois, elle était en conflit avec son frère Ptolémée XIII. Sachant qu'elle ne pourra pas lui résister, la reine a décidé d'attirer Jules César à ses côtés. L'empereur romain est arrivé à Alexandrie, où Cléopâtre voulait le rencontrer. Mais Ptolémée a eu vent de ses projets et a voulu l'empêcher de se rendre auprès de César. Au lieu d'une arrivée riche et bruyante, Cléopâtre décide de passer inaperçue. Elle s'enveloppe dans un tapis ou un sac de lin que les serviteurs de l'empereur transportent dans les appartements privés de César. Cléopâtre sort du tapis et impressionne l'empereur romain par sa beauté et sa détermination. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et deviennent de proches alliés. Quelque temps plus tard, elle impressionne un autre Romain influent à des fins diplomatiques. Elle se rend à la rencontre de Marc-Antoine sur une barge dorée au voile pourpre et aux rames d'argent. Cléopâtre est habillée à l'image d'Aphrodite et est assise sous un magnifique dais. Zeus, serviteur, déguisé en Cupidon, souffle dans son éventail et brûle de l'encens. Mais Cléopâtre a créé un tel spectacle pour une raison bien précise.
Elle savait qu'Antoine vénérait la mythologie grecque et se considérait comme l'incarnation de Dionysos. Cette femme l'impressionne tellement qu'il finit par l'épouser. Cléopâtre défend sa couronne, renforce son alliance avec Rome et donne 3 enfants à Antoine. En Égypte, ils organisent de grandes fêtes et jouissent de la richesse et du pouvoir. Cependant, la relation d'un haut fonctionnaire avec la reine égyptienne provoque un scandale à Rome. Comme Octave est le principal adversaire d'Antoine dans la lutte pour le pouvoir, il exploite la situation pour ternir la réputation de son concurrent. Il utilise la propagande pour faire de Cléopâtre une séductrice insidieuse aux yeux des citoyens romains. Il accuse Antoine d'avoir succombé à ses charmes. Le Sénat romain soutient Octave et déclare Cléopâtre ennemie. En 33 avant notre ère, ce conflit atteint son apogée lorsque la marine d'Antoine affronte la flotte d'Octave. Ce dernier l'emporte et oblige son ennemi à fuir en Égypte avec Cléopâtre. Selon certaines sources, il se serait réfugié près d'Alexandrie. Poursuivi par les Romains, il se cache dans l'un des palais de Cléopâtre et trouva la mort. Certaines légendes racontent que Cléopâtre était experte en poison. Elle aurait provoqué la morsure d'un serpent venimeux, une vipère ou un cobra égyptien. Selon une autre légende, elle se serait piquée avec une aiguille empoisonnée. Une théorie veut que Cléopâtre ait toujours transporté une ampoule de poison dans sa brosse à cheveux. Lorsqu'elle était coincée, elle imbibait l'aiguille de ce poison et se piquait. Rien de tout cela n'est certain. Les scientifiques tentent toujours de découvrir la vérité. Peut-être que lorsqu'ils atteindront la tombe de Cléopâtre, le monde obtiendra plus de réponses sur son destin tragique. Elle est considérée comme la dernière souveraine d'Égypte. Après sa mort, Octave pille ses palais et ses temples et retourne à Rome, où il devient le principal empereur. Il gouverne le pays avec succès et en élargit les frontières. Son règne s'est achevé à l'âge de 75 ans. L'histoire du monde aurait été différente si Cléopâtre et Marc-Antoine n'avaient pas perdu cette bataille navale. À propos, saviez-vous qu'il s'est écoulé plus de temps entre le règne de Cléopâtre et le volume de Neil Armstrong sur la Lune qu'entre le règne de la reine égyptienne et la construction de la grande pyramide de Gizeh? Armstrong a posé le pied sur le satellite de la Terre en 1969, soit 2038 ans après la naissance de Cléopâtre. Et la construction de la pyramide a eu lieu en 2560 avant notre ère. Imagine la longueur de l'histoire de l'Égypte ancienne. Cléopâtre est plus proche de nous dans le temps que les pyramides.